L'amour de la servitude ne peut être établi sinon comme le résultat d'une révolution profonde, personnelle, dans les esprits et les corps humains. Pour effectuer cette révolution, il nous faudra, entre autres, les découvertes et les inventions ci-après. D'abord, une technique fortement améliorée est la suggestion au moyen du conditionnement dans l'enfance et plus tard à l'aide de drogues. Secondo, une science complètement évoluée des différences humaines permettant aux directeurs gouvernementaux d'assigner à tout individu donné sa place convenable dans la hiérarchie sociale et économique. C'était principalement pour laisser à ce travail de traduction qui devait être préliminaire le temps de se faire que l'adoption définitive du novlangue avait été fixée à cette date si tardive, 2050. Pourquoi êtes-vous ici ? Demanda Winston. Crime par la pensée, répondit Parsons, presque en pleurnichant. Le son de sa voix impliquait tout de suite un aveu complet de sa culpabilité et une sorte d'horreur incrédule qu'un tel mot pût lui être appliqué. Il s'arrêta devant Winston et se mit à en appeler à lui avec véhémence. « Oh, vous ne pensez pas qu'on va me fusiller, vieux ? On ne fusille pas quelqu'un qui n'a pas réellement fait quelque chose, seulement des idées, qu'on ne peut empêcher de venir. Je sais qu'ils donnent un bon avertissement. Oh, j'ai confiance en eux pour cela. Mais ils tiendront compte de mes services, n'est-ce pas ? Vous savez quelle sorte de type j'étais ? Pas un mauvais bougre dans mon genre, pas intellectuel bien sûr, mais adroit. J'essayais de faire de mon mieux pour le parti, n'est-ce pas ? Je m'en tirerai avec 5 ans, ne croyez-vous pas ? Ou peut-être 10 ans. Un type comme moi peut se rendre assez utile dans un camp de travail. Ils ne me tueront pas pour avoir quitté le droit chemin juste une fois. Êtes-vous coupable ? Demanda Winston. Bien sûr, je suis coupable, cria Parsons avec un coup d'œil servile au télécran. Vous ne pensez pas que le parti arrêterait un innocent, n'est-ce pas ? Son visage de grenouille se calma et prit même une légère expression de dévotion hypocrite. Le crime par la pensée est une terrible chose. Vieux, dit-il sentencieusement, il est insidieux. Il s'empare de vous sans que vous le sachiez. Savez-vous comment il s'est emparé de moi ? Dans mon sommeil. Oui, c'est un fait. J'étais là, à me surmener, à essayer de faire mon boulot, sans savoir que j'avais dans l'esprit un mauvais levain. Et je me suis mis à parler en dormant. Savez-vous ce qu'ils m'ont entendu dire ? Il baissa la voix comme quelqu'un obligé, pour des raisons médicales, de dire une obscénité. À bas Big Brother. Oui, j'ai dit cela. Et je l'ai répété maintes et maintes fois, paraît-il. Entre nous, je suis content qu'il m'ait pris avant que ça aille plus loin. Savez-vous ce que je leur dirai quand je serai devant le tribunal ? Merci, vais-je dire. Merci de m'avoir sauvé avant qu'il soit trop tard. Qui vous a dénoncé ? Demanda Winston. Oh, c'est ma petite fille, répondit Parsons,
avec une sorte d'orgueil mélancolique. Elle écoutait par le trou de la serrure. Elle a entendu ce que je disais. Et dès le lendemain, elle filait chez les gardes. Fort pour une gamine de 7 ans, pas? Je ne lui en gardai aucune rancune. En fait, je suis fier d'elle. Cela montre en tout cas que je l'ai élevée dans les bons principes. Salle 101, répéta l'officier. Le visage de l'homme, déjà très pâle, prit une teinte que Winston n'aurait pas cru possible. C'était d'une manière précise, indubitable, une nuance verte. « Faites-moi n'importe quoi, criait-il. Vous m'avez affamé pendant des semaines. Finissez-en et laissez-moi mourir. Fusillez-moi, pendez-moi. Condamnez-moi à 25 ans. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous désiriez que je trahisse? Dites seulement qui c'est, je dirai tout ce que vous voudrez. Cela m'est égal, qui c'est, et ce que vous lui ferez aussi. J'ai une femme et 3 enfants. L'aîné n'a pas 6 ans. Vous pouvez les prendre tous et leur couper la gorge sous mes yeux. Je resterai là et je regarderai. Mais pas la salle 101. Salle 101, dit l'officier. Salle 101, dit l'officier. L'homme fut emmené trébuchant, tête basse, frottant sa main écrasée, toute sa combativité épuisée. Il lui est arrivé de pleurer une demi-douzaine de fois dans une seule session. Ses bourreaux, la plupart du temps, vociféraient qu'il voulait les tromper et menaçaient à chaque hésitation de le livrer de nouveau aux gardes. Mais parfois, il changeait soudain de ton, lui donnait du camarade, en appelait à lui au nom de Big Brother et lui demandait tristement si, même en cet instant, il ne lui restait pas un peu de loyauté envers le parti qui put le pousser à désirer défaire le mal qu'il avait fait. Il confessa car son seul souci était de deviner ce qu'on voulait qu'il confessât et de le confesser rapidement afin que les brimades ne recommencent. Il confessa donc l'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, les sabotages de toutes sortes. Il confessa avoir été un espion à la solde du gouvernement estasien depuis 1968. Il confessa qu'il était un religieux, un admirateur du capitalisme et un inverti. Il confessa avoir tué sa femme, bien qu'il sût, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore vivante. Il confessa avoir été pendant des années
personnellement en contact avec Goldstein et avoir été membre d'une organisation clandestine qui comptait presque tous les êtres humains qu'il eût jamais connus. Il était plus facile de tout confesser et d'accuser tout le monde. En outre, tout, en un sens, était vrai. Il était vrai qu'il avait été l'ennemi du parti. Et aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez rapprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle, un effort de volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale. Il s'arrêta un instant, comme pour permettre à ce qu'il avait dit de pénétrer. Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans votre journal la liberté et la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Oui, dit Winston. O'Brien présenta à Winston le dos de sa main gauche levée. Le pouce était caché, les 4 doigts étendus. Combien est-ce que je vous montre de doigts, Winston? 4. Le mot se termina par un halètement de douleur. L'aiguille du cadran était montée à 55. La sueur jaillie de son corps avait recouvert Winston tout entier. L'air lui déchirait les poumons et ressortait en gémissements profonds qu'il ne pouvait arrêter, même en serrant les dents. O'Brien le surveillait, 4 doigts levés. Il ramena le levier en arrière. Cette fois, la souffrance ne s'apaisa que légèrement. Combien de doigts, Winston? 4. L'aiguille monta à 60. Combien de doigts, Winston? Mais 4, que puis-je dire d'autre? 4. L'aiguille avait dû monter encore. Il ne la regardait pas, le visage lourd et sévère, et les 4 doigts emplissaient le champ de sa vision. Les doigts étaient dressés devant, comme des indistincts qui semblaient vibrer. Mais il y en avait indubitablement 4. Combien de doigts, Winston? 5. Non, Winston, c'est inutile. Vous mentez. Vous pensez encore qu'il y en a 4? Combien de doigts, s'il vous plaît? 4, 5, 4. Tout ce que vous voudrez, mais arrêtez cette douleur. Il fut soudain assis, le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Il avait peut-être perdu connaissance quelques secondes. Les liens qui le retenaient couché s'étaient détachés. Il avait très froid. Il frissonnait sans pouvoir s'arrêter. Ses dents claquaient. Des larmes lui roulaient sur les joues. Il s'accrocha un moment à O'Brien comme un enfant, étrangement réconforté par le bras lourd autour de ses épaules. Il avait l'impression qu'O'Brien était son protecteur, que la souffrance était quelque chose qui venait de quelque autre source extérieure, et que c'était O'Brien qui l'en sauverait. « Vous êtes un étudiant lent d'esprit, Winston, » dit O'Brien gentiment. « Mais comment puis-je l'empêcher, dit-il en pleurnichant. Comment puis-je m'empêcher de voir ce qui est devant mes yeux? 2 et 2 font 4. Parfois, Winston, parfois ils font 5, parfois ils font 3, parfois ils font tout à la fois.
Il faut essayer plus fort. Il n'est pas facile de devenir sensé. Il étendit Winston sur le lit. L'étreinte se resserra autour de ses membres, mais la vague de souffrance s'était retirée et le tremblement s'était arrêté, le laissant seulement faible et glacé. O'Brien fit un signe de la tête à l'homme en veste blanche qui était resté immobile pendant qu'il agissait. L'homme à la veste blanche se baissa et regarda de près les yeux de Winston, lui prit le pouls, appuya l'oreille contre sa poitrine, tapota çà et là, puis fit un signe d'assentiment à O'Brien. « Encore, dit O'Brien. » La douleur envahit le corps de Winston. L'aiguille devait être à 70, 75. Il avait cette fois fermé les yeux. Il savait que les doigts étaient toujours là et qu'il y en avait toujours 4. Tout ce qui importait, c'était de rester en vie jusqu'à la fin de l'accès. Il ne savait plus s'il pleurait ou non. La souffrance diminua. Il ouvrit les yeux. O'Brien avait tiré le levier en arrière. 4, je suppose qu'il y en a 4. Je verrais 5 si je pouvais. J'essaye de voir 5. Qu'est-ce que vous désirez? Me persuader que vous voyez 5 ou les voir réellement? Les voir réellement. Encore, dit O'Brien. L'aiguille était peut-être à 80, 90. Winston ne pouvait se rappeler que par intermittence pourquoi il souffrait. Derrière ses paupières serrées, une forêt de doigts semblait se mouvoir dans une sorte de danse, entrer et sortir entrelacés, disparaître l'un derrière l'autre, réapparaître encore. Il essayait de les compter. Il ne se souvenait pas pourquoi. Il savait seulement qu'il était impossible de les compter à cause d'une mystérieuse identité entre 4 et 5. La souffrance s'éteignit une fois de plus. Quand il ouvrit les yeux, ce fut pour constater qu'il voyait encore la même chose. D'innombrables doigts, comme des arbres mobiles, dévalaient à droite, à gauche, se croisant et se recroisant. Il referma les yeux. « Je monte combien de doigts, Winston ?»« Je ne sais, je ne sais. Vous me tuerez si vous faites encore cela. 4, 5, 6. En toute honnêteté, je ne sais pas. »« Mieux, dit O'Brien. » Savez-vous où vous êtes, Winston? Je ne sais pas. Je peux deviner au ministère de l'Amour. Savez-vous depuis combien de temps vous êtes ici? Je ne sais, des jours, des semaines, des mois. Je pense que c'est depuis des mois. Et vous imaginez-vous pourquoi nous amenons les gens ici? Pour qu'ils se confessent? Non. Ce n'est pas là le motif. Cherchez encore, pour les punir. Non! S'exclama O'Brien. Sa voix avait changé d'une façon extraordinaire et son visage était soudain devenu à la fois sévère et animé. Non! Pas simplement pour extraire votre confession ou pour vous punir. Dois-je vous dire pourquoi nous vous avons apporté ici? Pour vous guérir, pour vous rendre la santé de l'esprit. Savez-vous, Winston, qu'aucun de ceux que nous amenons dans ce lieu ne nous quitte malade? Les crimes stupides que vous avez commis ne nous intéressent pas. Le parti ne s'intéresse pas à l'acte lui-même. Il ne s'occupe que de l'esprit. Nous ne détruisons pas simplement nos ennemis, nous les changeons. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Voilà donc une malheureuse population
qui est entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? C'est effrayant. Nous ne pouvons pas réparer en 8 jours des années d'insouciance, mais il faut faire quelque chose. Je puis soigner sans vous mes malades, mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui leur apprendra qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Commençons par le commencement. Tenez, pour débuter une petite conférence toute écrite, ma foi, et très agréable, sur la fièvre typhoïde, les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine. Les semaines et les mois durant lesquels elle couvre sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de jolies vues, bacilles formidablement grossis, détails d'excréments typhiques, ganglions infectés, perforations d'intestin, et pas en noir, en couleur, des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. Les porteurs de germes, il y est démontré clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de SARS-CoV-2, de la dernière virulence, B2836K58, capable d'infecter le monde. Mais fort de la théorie et de l'expérience établie par les modèles de Ferguson à l'Imperial London College, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un asymptomatique, porteur sain. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle, comme le dit Monsieur Véran. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement,
Si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils demandent qu'à vous croire. Mais vous les trompez. C'est une théorie profondément moderne. Réfléchissez-y. Je veux des maladies d'importants, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, pandémies, SARS-CoV-3, avec des inflammations de poitrine. Ah, c'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes, de mes injections, de mon vaccin, et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Donnez-moi votre pouls. Oh là, oh, ce pouls-là fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Purgeon. Monsieur Raoult. Oh, cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins de Plateau. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. J'ai la rate qui se dilate. Pour notre ministre de l'économie, il n'y a pas que la rate qui se dilate, paraît-il. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Ah, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le Covid. J'ai quelquefois des maux de cœur. Ah, c'est le Covid. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres, le Covid. En quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le Covid. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire et un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Et vous pour un petit sommeil après le repas? Et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin, là, monsieur Raoult ou Perron, pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Ignorant. Il me propose de la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des cocktails d'antibiotiques à base d'ivermectine. Des bouillons ignorants. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et au moins
avoir une 8e dose pour être tout à fait à l'aise. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon fromage de Hollande, du gruau, du riz, des marrons et des oublis, des sortes de gaufrets, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai en cette ville. Mais qu'est-ce que ce bras-là? Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais de vous, si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche l'autre côté, l'autre bras, de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? L'un croit à la science, l'autre est complotiste. Il faut crever le complotiste. En plus, il lui dérobe sa nourriture. Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Oh, c'est pas précieux quand même. Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui. Pour aviser, voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Ah, c'est pas mal. Dans notre doc de corporation, il n'y a que des personnes capables et entièrement dignes de remplir ces places honorables. C'est pour cela que vous avez été aujourd'hui convoqués. Et je crois que vous trouverez une digne matière de médecin dans le savant homme que voici, lequel, en toute chose, je vous donne à interroger et à examiner à fond selon vos capacités. Si Monsieur le Président m'en donne la permission, et tant de docteurs et tant d'illustres assistants, le très savant bachelier que j'estime jeune homme, je demanderai la cause et la raison pour lesquelles l'opium fait dormir. Le docteur me demande la cause et la raison pour lesquelles l'opium fait dormir. À quoi je réponds? Parce qu'il y a en lui une vertu dormitive dont la nature est d'assouplir les sens. Oh, bien répondu. Bien répondu. Bien répondu, c'est le cœur. Digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Il est bien digne d'entrer dans notre corporation. Second docteur, avec la permission de Monsieur le Président et de la très docte faculté et de toute la compagnie qui assiste à nos travaux, je te demanderai donc, docteur Bachelier, quels sont les remèdes que dans la maladie dite hydropisie il convient d'administrer. Clistère donné, puis saigné, ensuite purgé.
Bien, bien, bien répondu, bien, bien, bien répondu. Digne, digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Digne, digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Troisième lecteur. S'il semble bon à Monsieur le Président de la très docte faculté et à la compagnie ici présente, je te demanderai, docte Bachelier, quel remède aux éthiques, aux pneumoniques et aux asthmatiques et aux covidites tu trouves à propos de données. Le Bachelier. Clistère donné, puis saigné, enfin purgé. Bien, 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 bien répondu. Bien, 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 bien répondu. Digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Digne, digne. Il est digne d'entrer dans notre corporation. Quatrième docteur. Sur ces maladies diverses, y compris le SARS-CoV-4, le docteur Bachelier a dit des merveilles. Mais si je n'ennuie pas Monsieur le Président, la très docte faculté et toute l'honorable compagnie qui nous écoute, je lui poserai une seule question. Hier, un malade non vacciné tomba dans mes mains. Il avait une grande fièvre, avec des redoublements à cause d'avoir écouté Raoult et Perron. Un grand mal de tête et un grand mal au côté. Avec grande difficulté et peine à respirer. Veux-tu me dire, docteur Bachelier, que faire pour lui? Le Bachelier. Clistère donné, injection donnée, puis saigné, ensuite purgé. Cinquième docteur. Mais si la maladie opiniâtre, un Covid long, ne veut pas se guérir, que faire pour lui? Le Bachelier. 20e dose donnée, puis clistère donné, puis saigné, ensuite purgé. Le cœur. Bien, 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 bien répondu, bien, 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 bien répondu. Digne, il est digne d'entrer dans notre corporation. Il est digne d'entrer dans notre corporation. Il est digne d'entrer dans notre corporation. Become Pharma. Le président. Au Bachelier. Jures-tu de respecter les statuts de l'OMS, de respecter M. Bill Gates, d'haïr Raoult et Perron, d'obéir à M. Véran, d'obéir à la faculté, à la science? Crois-tu à la science? Avec bon sens et jugement, le Bachelier. Je le jure. Es-tu prêt d'aller dans toutes les consultations, de respecter la vie des anciens? Monsieur Véran, Monsieur Marty, BFM, LCI, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Le Bachelier, je jure de ne jamais te servir d'aucun remède
comme l'ivermectine, la zithromycine, l'hydroxychloroquine. Aucun remède, seulement ceux de la docte faculté. Le malade dut-il crever et mourir de son mal? Un Doliprane et vous appelez le 15 si vous commencez à suffoquer. Le bachelier, je le jure, le président. Moi, avec ce bonnet vénérable et savant, je te donne et concède la vertu et la puissance de médeciner, injecter, purger, saigner, percer, tailler, couper et de tuer impunément par toute la terre. Le bachelier, grand docteur de la doctrine, de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute pour moi chose folle, inepte et ridicule, si j'allais m'engager à vous donner des louanges et si j'entreprenais d'ajouter des lumières au soleil, des étoiles au ciel, des ondes à l'océan et des roses au printemps, agréées qu'avec un seul mot pour tout remerciement. Je rends grâce à un corps si docte. À vous, je dois bien plus qu'à la nature et à mon père. La nature et mon père ont fait de moi un homme. Mais vous, ce qui est bien plus, m'avez fait médecin. Honneur, faveur et grâce qui, dans le cœur que voilà, imprime des sentiments qui dureront pour des siècles. Le cœur. Vive, 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 100 fois vive, le nouveau docteur qui parle si bien, pendant 1000 ans et 1000 ans, qu'il mange et boive, et qu'il saigne, et qu'il tue. Puisse-t-il voir ces doctes ordonnances de tous les chirurgiens et de tous les apothicaires remplir les boutiques. Vive, 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 100 fois vive, le nouveau docteur qui parle si bien, pendant 1000 et 1000 ans qu'il mange et boive, et qu'il saigne et qu'il tue. Puissent toutes les années lui être bonnes et favorables, et n'avoir jamais que des pestes, des véroles, des fièvres, des pleurésies, des flux de sang, des dysenteries, des SARS-CoV 25, 26, 27, 28, 30. Le cœur. Vive, 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 100 fois vive, le nouveau docteur qui parle si bien pendant 1000 et 1000 ans, qu'il mange et boive, et qu'il saigne, qu'il injecte et qu'il tue. Craignez et redoutez le maître des finances. C'est le plus grand vilain qu'on puisse voir en France. Il unit la vitesse à la rapidité et mélange la rage à la férocité. De ruse et de finesse, il connaît bien l'usage pour choisir les quartiers où faire son ravage. Il ne se risque point aux endroits bien gardés, mais attaque toujours les marchands isolés et les petits rentiers qui, les mains dans les poches, ne pensent à crier que quand on les écorche. Mais là, il est trop tard. Une fois attrapés, ils sont bientôt saignés, puis ensuite étripés. Un palotin graisseux vient leur couper la tête, regardant de travers par-dessus ses lunettes. Il est toujours debout avant le point du jour. Aussitôt éveillé, commence ses centaures. Il ouvre à grand fracas la porte de la salle où
dort des palotins la pouilleuse canaille. Son oreille se tord et s'abat en sifflant. Un palotin giflé se réveille en hurlant. Puis tous en font autant, puis au bruit du tambour, ils descendent en rang s'aligner dans la cour. Le père Ubu leur lit les dispositions qui fixent à chacun sa destination, puis leur donne un croûton, 2 ou 3 oignons crus, et les pousse dehors à coups de pied au cul. Puis, d'un pas magistral, il entre dans sa chambre. Il va regarder l'heure à sa pendule d'ambre. 6 heures. Grand bon Dieu, que je suis en retard et que je perds de temps avec tous ces jobards. Allons, réveillez-vous, dame la mère Rubens, donnez le sabre à Merdre et le croc à Finance, et que de mon chapeau l'édifice emplumé me soit incontinent par vos mains apporté. Mais, dit la mère Ubu, monsieur le père Hubon, de te laver la gueule, il n'est pas question. Or, ce propos déplaît au maître des finances. Il fronce les sourcils d'un air plein de vengeance. La mère Ubu insiste et lui lève le poing. La mère Ubu s'enfuit se cacher dans un coin. De sa poche abhorrée, il passe la bretelle. Et quelque temps qu'il fasse, ou qu'il vente, ou qu'il gèle, il part courbant le dos sous le vent du matin et s'en va de tout cœur étrangler son prochain. À chaque instant, nos cellules, ces galaxies, vont sans cesse de forme en forme, toutes les formes créées par la vie depuis le début. Car la cellule est une tresse, un panier d'osier, disait Platon dans le Timée. La chair humaine est tressée de fleurs, d'animaux, de pierres, d'ancêtres. Et, selon l'instant, la cellule ainsi tressée va dévorer le minéral, l'animal, le végétal, l'ancêtre, dont elle désire l'intelligence. Quand nous mangeons un animal, nous devenons cet animal. Nous voulons être ce qu'il dit. Les plantes sont nos veines, les arbres sont nos nerfs, les ancêtres sont nos souvenirs. Chaque animal est une façon de réagir. Et la chair humaine, dans chaque instant du temps, ce serpent aux 1000 anneaux, réagit aux choses, aux autres êtres, en se confiant à un animal, à un ancêtre, dont nos cellules ont mémorisé la forme, son air. Et l'air, forgé par le magma, gonfle la forme choisie comme une bouée. L'air découpe la glu des étoiles, la bombarde, la tord, brûle les animaux, les végétaux, les minéraux nécessaires. Nous rejetons les formes non désirées. Et ces formes, ces façons de réagir, dissoutes dans le gaz carbonique que nous rejetons, vont aller nourrir les feuilles des arbres, le centre nerveux de la Terre. Et s'il y en a trop, l'air mauvais va se condenser en vapeur, puis en nuages.
Et ceux-ci vont laver leurs ondes dans la mer, ce placenta, cette mémoire de notre eau intérieure qui permet à notre chair de se métamorphoser sans cesse. Puis ils se dirigent de l'autre côté de la Terre, là où les ondes qu'ils transportent ont leurs semblables. Ces nuages, ils vont hurler le son de la vie qui sculpte les falaises, puis se disloque, se transforme en masse de démons hurlants au fond des caps. Tribunal de la vie, là où l'air et la terre discutent avec l'eau, seuls, pour que la vie puisse se voir directement, sans passer par la division de sa chair. Puis, calmées, les ondes répartissent leurs fréquences. Certaines vont s'insérer dans les glaces du pôle Nord, du pôle Sud, ces immenses gardiens de l'eau coagulant nos atomes lorsque ceux-ci reviennent des étoiles gorgées de nouvelles étincelles. D'autres ondes vont hanter les rêves avant de repartir vers le soleil ou retournent dans le magma afin que l'air les charge. Puis les ondes reviennent en nous pour tisser notre chair du jour. Mais elles ne reviennent pas de n'importe quelle façon. Elles reviennent d'abord à l'origine, enfouies au fond de nos entrailles. Et alors, nous redevenons à 300 000 km/s, nous redevenons dans la peau de chaque instant, amibes, dinosaures, roseaux, singes, crocodiles. La vie est une spirale horizontale, un coquillage. Quand la vie avance, au moment où la vie fait sa boucle, son milieu avance seul pendant que l'extrémité avant, à la façon d'un disque lancé, repart vers l'origine pour nourrir le début. Cette extrémité arrière, là-bas, au fond de l'univers. La chair est une superposition comme une terre dans laquelle nous voyons les différents âges. Pour les ondes nutrescentes, c'est la même chose. Nos ondes refont le chemin de la vie pour nourrir chaque âge. Chaque cellule est ainsi faite. C'est que nous n'avançons pas dans le temps. Nous le créons. Devant nous, il y a juste la grande lumière. Nous surgissons en son sein pour qu'elle nous donne le sens, pour que nous sachions nous créer au fur et à mesure que nous avançons. Voilà pourquoi le temps est comme un serpent dont la queue est à l'origine, dans le Big Bang, et la tête est ici, dans l'instant où je vous parle. Et toute l'histoire de la vie, toute son éternité se sent dans chaque instant. Pas seulement dans les choses créées par les humains, mais dans l'air, car l'air transporte aussi l'histoire. Ainsi peut-être respirons-nous un peu de l'air d'il y a 3000 ans. Pas seulement présent au fond de nos atomes, mais tout autour, car notre corps est l'espace. Il n'y a pas de limite, sauf morale, puisqu'il s'agit de créer un visage. Mais autrement, il n'y a pas de limite. Notre squelette est comme un aimant, mais notre corps réel est plus grand que notre squelette. Notre squelette est là pour nous empêcher de nous disperser. Nous sommes faits de milliards d'atomes agglutinés. Enlevez la glu, enlevez le support. Nous nous envolerons et nous transporterons un peu de nous dans l'air. Et dans des centaines d'années, quand des humains penseront la même chose que nous, peut-être que l'air autour d'eux se pliera légèrement. Il y aura comme un vent. Ce vent sera un peu nous. Et ce vent viendra leur parler. Et qui sait, leur donner cette étincelle qui permet aux idées de se constituer en filaments de lumière.
Nous avons appris maintenant à ne plus considérer notre planète comme une demeure sûre et inviolable pour l'homme. Jamais nous ne serons en mesure de prévoir quels biens ou quels maux invisibles peuvent nous venir tout à coup. Il est possible que dans le plan général, cette invasion ne soit pas pour l'homme sans utilité finale. Elle nous a enlevé cette sereine confiance en l'avenir, qui est la plus féconde source de la décadence. Elle a fait à la science humaine des dons inestimables et contribué dans une large mesure à avancer la conception du bien-être pour tous dans l'humanité. Il se peut qu'à travers l'immensité de l'espace, les Martiens aient suivi le destin de leurs pionniers et que, profitant de la leçon, ils aient trouvé dans la planète Vénus une colonie plus sûre. Quoi qu'il en soit, pendant bien des années encore, on continuera de surveiller sans relâche le disque de Mars et ses traits enflammés du ciel, les étoiles filantes, en tombant, apporteront à tous les hommes une inéluctable appréhension. Si on se repentait, De quoi? eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né? On n'ose même plus rire, Oh, tu parles d'une privation. seulement sourire. Ce n'est pas la même chose. Enfin, Gogo, Qu'est-ce qu'il y a? tu as lu la Bible? La Bible. À l'école sans Dieu. J'ai dû y jeter un coup d'œil. Sais pas si elle était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte, en couleur, très jolies. La mer morte était bleu pâle. J'avais soif, rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous irons passer notre lune de miel. Nous nagerons, nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Oh, je l'ai été. Ça ne se voit pas? Qu'est-ce que je disais? Comment va ton pied? Oh, il enfle. Ah oui, j'y suis. Cette histoire de larron, tu t'en souviens? Non, Tu veux que je te la raconte? non. Ça passera le temps. C'était deux voleurs crucifiés en même temps que le sauveur. Le quoi? Le sauveur, deux voleurs, on dit que l'un fut sauvé et l'autre damné. Sauvé de quoi? De l'enfer. Oh, je m'en vais. Et cependant, comment se fait-il que je ne t'ennuie pas, j'espère? Je n'écoute pas. Comment se fait-il que des 4 évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Ils étaient cependant là tous les 4. Enfin, pas loin. Et un seul parle d'un larron de sauvé. Voyons, Gogo, il faut me renvoyer la balle de temps en temps. J'écoute. 1 sur 4 des 3 autres. 2 n'en parlent pas du tout et le troisième dit qu'ils l'ont engueulé tous les deux. Qui? Comment? Je ne comprends rien. Engueuler qui? Le sauveur! Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De l'enfer? Mais non, voyons, de la mort. Et alors? Alors, ils ont dû être damnés tous les deux. Et après? Mais l'autre dit qu'il y en a eu un de sauvé. Eh bien, ils ne sont pas d'accord, en point c'est tout. Ils étaient là tous les 4. Et un seul parle d'un larron de sauvé.
Pourquoi le croire plutôt que les autres? Qui le croit? Mais tout le monde, on ne connaît pas cette version-là. Les gens sont des cons. Pas! En trois endroits délicieux, aspériants. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. Ah, c'est vrai. Tu es sûr que c'est ici Quoi? qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un sol. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Ah, fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau. Ah! Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain. Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, Jusqu'à ce qu'il vienne. tu es impitoyable. Ah, nous sommes déjà venus hier. Ah non, là tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier, Oui. ma foi, pour jeter le doute, à toi le pompon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Ah, je ne dis pas ça. Alors, Ça n'empêche pas. tout de même cet arbre, cette tourbière. Tu es sûr que c'était ce soir Quoi? qu'il fallait attendre? Il a dit samedi, il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche ou lundi ou vendredi Ce n'est pas possible. ou jeudi? Comment faire? Si c'est dérangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu, tu veux? Je veux bien. Si on se pendait, Ce serait un moyen de bonder. on bande? Avec tout ce qui s'ensuit, là où ça tombe, il pousse des mandragores. C'est pour ça qu'elles crient quand on les arrache. Tu ne savais pas ça? Pendons-nous tout de suite. À une branche, je n'aurais pas confiance. On peut toujours essayer. Essaye! Après toi. Mais non, toi d'abord. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Mais réfléchis un peu, voyons. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. La branche! Mais essaye donc de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger, branche pas cassée, gogo mort, Didi lourd, branche cassée, Didi seul. Tandis que, Je n'avais pas pensé à ça. qui peut le plus peut le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis. Moi, je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux, ou presque. Alors quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot? Monsieur. Monsieur Albert. Reprenons. Tu ne me reconnais pas? Non, monsieur. C'est toi qui es venu hier. Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens. Oui, monsieur. C'est de la part de Monsieur Godot. Oui, monsieur. Il ne viendra pas ce soir, Non, monsieur. mais il viendra demain, Oui, monsieur. sûrement. Oui, monsieur. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non, monsieur. Deux autres hommes? Alors, je n'ai vu personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Godot? Tu entends? Oui, monsieur. Et alors, Il ne fait rien, monsieur. comment va ton frère? Il est malade, monsieur. C'est peut-être lui qui est venu hier. Je ne sais pas, monsieur. Il a une barbe, Monsieur Godot? Oui, monsieur. Blonde ou
crois qu'elle est blanche, monsieur. Miséricorde. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Tu lui diras que tu m'as vu et que tu m'as vu. Dis, tu es bien sûr de m'avoir vu. Tu ne vas pas me dire demain que tu ne m'as jamais vu. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais? Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas loin. Si, allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi? Il faut revenir demain. Pourquoi faire? Attendre Godot. Ah, c'est vrai. Il n'est pas venu? Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on le laissait tomber? Il nous punit. Si on le laissait tomber? Il nous punirait. Il. Non. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre. Mais non, mais quel genre? Je ne sais pas, Saul. Viens voir. Et si on se pendait? Avec quoi? Tu n'as pas un bout de corde? Non. Alors on ne peut pas. Allons-nous-en. Attends, il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes? Et qui tirera sur les miennes? Ah, c'est vrai. Fais voir quand même. À la rigueur, ça pourrait aller. Mais est-elle solide? On va voir, tiens. Elle ne vaut rien. Ah, tu dis qu'il faut revenir demain? Oui, Alors on apportera une bonne corde. c'est ça. Didi, Oui, je ne peux plus continuer comme ça. on dit ça, Et si on se quittait, ça irait peut-être mieux? on se prendra demain. À moins que Godot ne vienne. Et si... Sauvés, nous serons sauvés. Alors, on y va? Relève ton pantalon. Comment? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon? Relève ton pantalon. Ah, c'est vrai. Alors, on y va. Allons-y.